Le 9 octobre, alors que j'ouvrais le petit agenda que m'avait offert Tiffany avant notre séparation, j'y trouvais inscrit un nom ainsi qu'un numéro de téléphone. Anne-Marie, 21 54 63. Je me souviens alors que ce jour-là, si la vie avait pris une toute autre route, j'aurais dû me trouver au bar du tennis club avec Tiffany pour y savourer une paella à l'occasion de son anniversaire. Mais hélas, la vie en avait décidé autrement. Je décidai tout de même pour cette occasion de lui téléphoner. Ce numéro de téléphone qu'elle m'a laissé m'aura au moins servi une fois, si elle n'est pas déjà partie à Genève. « Allô, c'est toi Tiffany, bonne fête? Mais qui est à l'appareil? Oh, tu me reconnais pas? Il y a donc beaucoup de garçons qui t'appellent Tiffany? Ah, Eric! » Et nous bavardâmes quelques instants. Elle m'avouait que si j'avais attendu une semaine supplémentaire avant d'y téléphoner, je n'aurais pu la joindre, puisqu'elle devait commencer à travailler dans son nouvel emploi à Genève le lundi 16 octobre, une semaine jour pour jour après mon appel. Je me renseignais également pour savoir si son moral allait mieux depuis le mois de juin. Certes, il s'était amélioré, mais les blessures infligées par la mère de Pierre-Alain, qu'il avait arrachées à moi, avaient beaucoup de peine à cicatriser. Je tentais de lui apporter une dernière fois mon réconfort, en lui disant que pour elle une nouvelle vie allait commencer, qu'elle devrait désormais laisser à Yverdon tous ses ennuis et ses chagrins, oublier ce monde pourri et repartir à zéro pour recommencer une nouvelle vie. Oh, ça oui, je veux tout oublier à Yverdon. J'y connais plus personne et ça s'arrête là. Merci pour moi. Moi aussi, tu vas m'oublier à tout jamais? Et si on se croise un jour dans la rue, tu me reconnaîtras pas? Non, tu sais bien qu'on aurait pu vivre un amour fantastique et je le regretterais toute ma vie. Je pourrais jamais l'oublier. Mais je parle des gens qui t'ont fait et qui m'ont fait du mal. Notre conversation dura encore un long moment, et après cela, la voix de Tiffany, pour moi, à tout jamais s'est éteinte. Je restai encore 5 semaines à la maison. En temps normal, ma seconde opération était prévue avant cela. Mais le docteur Anchaud étant tombé malade vers la fin octobre, ma deuxième opération avait pris du retard. Mais je n'étais pas pressé de devoir à nouveau retourner endurer le calvaire par lequel j'avais passé le 18 août suite à mon anesthésie. D'un autre côté, devoir constamment me déplacer sur une seule jambe commençait à devenir pénible. J'aurais dû logiquement poser le pied à terre le 13 octobre, soit 2 mois après mon opération. Mais la maladie du chirurgien avait tout retardé. Et tant que je ne l'avais pas consulté, il n'était même pas question d'effleurer le sol avec mon pied. Je suivais donc ses instructions à la lettre. Discipliné, je ne voulais pas prendre de risques inutiles et mettre en péril le résultat de mon opération. Pourtant, mes parents, constatant l'amélioration évidente de mon état de santé, insistaient chaque jour pour que je me décide à me mettre à marcher progressivement. C'est le vendredi 27 octobre 1978 que j'entrepris la rédaction de cette autobiographie. J'estimais, à quelques mois, le temps nécessaire pour compléter cette œuvre. Aujourd'hui, lorsque j'écris ces lignes sur mon ordinateur, 22 ans se sont écoulés. Et mon travail est encore loin d'être terminé. Durant les 2 années qui suivirent, j'allais occuper tous mes temps libres à me creuser la tête, à chercher tous les souvenirs marquants de ma vie. Tous ces souvenirs qui m'ont amené au carrefour de ma vie. J'ai pensé que toutes les souffrances que j'ai dû vivre, toutes mes aventures, toutes mes joies, toutes mes peines, valaient bien la peine d'être écrites. Comme le dit si bien la chanteuse québécoise Ginette Renaud dans l'une de ses chansons, « Ma vie, c'est la recherche du bonheur, c'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. »
C'est fait de tout, c'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins à faire à deux mains dans la main jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. C'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Eh bien, c'est fait, Madame Renaud. Avec toutes les aventures et les émotions que j'avais vécues jusqu'à ce jour, j'avais déjà matière à me divertir en rédigeant mon autobiographie. Lorsque la vie nous est donnée le jour de notre naissance, c'est une mission qui nous est confiée. Une mission que l'on est chargé de mener à bien. Pourtant, il n'existe pas de mode d'emploi pour la réussir. C'est à nous, et à nous seuls d'improviser, de prendre les bonnes décisions au bon moment pour ainsi réussir sa mission, réussir sa vie. Chaque expérience de notre vie, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, a été nécessaire pour être parvenu où l'on en est. La mémoire est un organe qui s'affaiblit en vieillissant. Plus on avance en âge, moins il nous semble utile de s'en servir et de la travailler, d'où son affaiblissement. En immortalisant sur papier les 25 premières années de mon existence, c'est une façon de permettre à mes proches ainsi qu'à ma descendance, le jour où ils le désireront, de savoir qui était Éric Burdet. J'ai personnellement eu 4 grands-parents, et mis à part leur profession, je ne sais rien d'eux. Quant à mes parents, à part quelques faits marquants de leur vie, j'ignore presque tout de leur expérience vécue. J'aurais eu pourtant beaucoup à apprendre de leur part. Voilà pourquoi j'écris ces lignes. Aujourd'hui, c'est le 8 novembre 1979. Dans 10 jours, j'aurai 24 ans, et je compte terminer cet ouvrage dans 1 an. J'aurai alors mon quart de siècle. Serai-je encore en vie dans 1 an? Saurai-je encore qui je suis? C'est aussi pour cela que j'écris ces lignes. Qui sait,
Il est possible qu'un jour, à nouveau, je sois victime d'un autre accident et d'autres fractures du crâne et que je perde la mémoire. Il me sera ainsi possible de savoir qui je suis et qui j'ai été. Mais passons sur cet intermède de pessimisme et revenons à la réalité du passé. Le vendredi 10 novembre 1978, j'entrais à l'hôpital Saint-Loup pour y subir ma deuxième ostéotomie, celle de mon fémur droit. Comme par le passé, l'accueil du personnel soignant fut très amical. Les infirmières avaient en bonne partie oublié le mauvais caractère de celui qu'elles se plaisaient à appeler le docteur Péritonite. La première visite de la journée fut celle d'une femme admirable, du nom de sœur Violette. Privée de la vue, elle savait mettre à l'aise tous les patients souffrants ou bien portants. Tous les vendredis, elle faisait un passage dans les chambres et s'entretenait avec chacun des patients s'il le désirait. Cette femme aveugle, âgée entre 60 et 70 ans, était capable, malgré son handicap, de se déplacer de chambre en chambre, de bâtiment en bâtiment, à travers tout le complexe hospitalier de Saint-Loup, sans aucune difficulté ni aucune aide. Et quand elle s'adressait à nous, elle pouvait lire jusque dans nos cœurs. Pas moyen de tricher avec elle. Elle avait nullement besoin de savoir lire pour lire nos sentiments les plus profonds. Et quelle mémoire! Un jour, dans la chambre où je me trouvais, un jeune homme se faisait hospitaliser pour la seconde fois. Pourtant, la raison de sa seconde hospitalisation n'avait strictement rien à voir avec la précédente. Sœur Violette lui demanda alors son nom. Et lorsqu'elle lui identifiait, la religieuse eut cette réflexion. « Ah, je me souviens de vous. Vous êtes venu il y a 5 ans pour vous faire opérer des amygdales. Vous étiez dans la chambre numéro 6. » Et ce qu'elle venait d'affirmer était vrai. Et en ce qui me concernait, elle avait également démontré que son âge avancé n'avait tout de même pas eu raison de sa mémoire. Lors de ma première ostéotomie, déjà, elle s'était souvenue de mon séjour à la chambre numéro 9 en 1977. Aucun des patients de l'hôpital n'était pour elle un numéro sans importance. Un être qu'elle aurait oublié avant même qu'il ait eu quitté l'hôpital. À part ses visites, elle faisait tout son possible pour nous être agréable et s'assurer que l'on ne manque de rien. Un vendredi, alors qu'elle entrait dans notre chambre, elle entendit que j'écoutais la musique. Après qu'elle m'eut demandé s'il s'agissait d'un poste de radio ou d'un magnétophone, elle m'offrit dès le lendemain de me prêter une cassette de témoignages évangéliques. Je n'osais pas refuser son offre et accepta. Mais je lui fis tout de même comprendre que, bien que je croie fermement en Dieu, je n'étais pas un fervent pratiquant. Je la rassurai tout de même en lui disant que chaque jour, depuis ma tendre enfance, je remerciais le Seigneur pour tous ses bienfaits. Si j'ai toujours eu une petite réticence envers l'Église, c'est que je n'ai jamais pu, malgré toute ma bonne volonté, arriver à comprendre les enseignements du Seigneur à travers les explications théologiques des pasteurs. En d'autres termes, oui, je crois en l'être suprême. Mais, mon Dieu, que l'homme s'y prend mal et utilise un vocabulaire compliqué pour passer le message divin. Mais elle me rassura d'entrée et me certifia que les évangélistes, eux, n'étaient pas des pasteurs, mais des hommes du terroir, comme moi, et qu'ils parlaient la même langue que moi. J'acceptai donc son offre. Et l'après-midi du même jour, elle m'apportait une cassette à écouter. Ce fut sans trop de conviction que je me décidai à l'auditionner. Le témoignage de cet évangéliste était à la fois simple et passionnant. Erino da Pozzo, puisqu'il s'agit de lui, avait passé par la pauvreté, l'humiliation, avant d'être la victime innocente de la bêtise des hommes. Durant la guerre de 39-40, grâce à sa foi, dans un camp de concentration en Allemagne, il avait remporté une victoire qui n'avait pas de prix. Grâce à l'amour divin, il était parvenu à faire comprendre à son chef de camp que le plus prisonnier
et le plus malheureux d'entre eux n'était pas celui qui devait se contenter de manger que du pain et ne boire que de l'eau pour tenter de survivre. Un exemple de foi qui en disait long sur la force de l'amour de Dieu. Par lui, je comprenais enfin ce que l'Éternel tentait de nous faire comprendre depuis des siècles. Par ses paroles, ou devrais-je dire par ses exemples, il nous faisait savoir que nous aussi, si on le désirait sincèrement, nous pouvions être des serviteurs de Dieu. Et cela sans extra, sans même être obligés de se faire pasteur ou moine dans un couvent. Simplement on continue à notre chemin, car il nous arrivera peut-être un jour, à nous aussi, d'avoir à tendre la main à un ami resté pris dans un gouffre. Cette cassette m'avait apporté beaucoup. Je l'avais tellement aimée que je demandais à Sœur Violette s'il m'était possible de la racheter, de pouvoir l'écouter dès mon retour à la maison, et peut-être aussi la faire entendre à mes proches. Hélas, c'est la dernière qui nous reste. Mais ce que je peux faire, si vous y tenez, c'est vous l'enregistrer sur l'une de vos cassettes. J'acceptai sans hésitation et lui remis l'une de mes cassettes vierges. L'enregistrement d'une cassette à l'autre donna un très bon résultat. Précisons tout de même que l'hôpital Saint-Loup bénéficie de son propre studio de radio et diffuse chaque jour sur les ondes de l'hôpital tous les disques que les patients ont choisis préalablement sur une liste donnée. Si Erino da Pozzo m'avait apporté la parole de Dieu sous sa forme la plus claire, un autre évangéliste, lui, allait me fasciner et me faire réaliser encore plus la chance que j'avais. Son nom, Jacques Le Breton. Avant de m'apporter sa cassette, Sœur Violette me fit savoir que la fermeté avec laquelle Jacques Le Breton s'exprimait pouvait surprendre, voire impressionner l'auditeur. Elle semblait dire à sa façon de s'exprimer que le timbre de sa voix n'était pas des plus adéquats pour évangéliser les brebis égarées. Et pourtant, dans la dernière guerre, par la faute d'un camarade, cet homme devait perdre la vue ainsi que les 2 bras à la suite de l'explosion d'une grenade. Après ce drame stupide et regrettable, la vie de Jacques Le Breton allait subir une métamorphose complète. Et son témoignage allait me fasciner littéralement. Il allait surtout me faire prendre conscience que tout ce que j'avais subi comme accident, comme handicap jusqu'à ce jour, n'était en somme que de bien petits défis comparés à ce qu'il vivait, lui. Comme il le dit lui-même au début de son témoignage, quand à 20 ans on se retrouve sur son lit d'hôpital, aveugle et sans main, c'est un projet qu'on n'a pas fait. On croit alors que le bonheur est à jamais perdu, que la vie sera à jamais un échec. Et malgré cela, il a fait mieux que réussir sa vie, car à travers ses témoignages, il a amélioré celle d'autrui. Il est parvenu à faire espérer des gens qui avaient pourtant perdu toute espérance, à commencer par moi. Moi qui, après tous les déboires que j'ai encaissés, avait perdu également toute espérance de réussir ma vie, j'y crois de nouveau. Merci Jacques Le Breton. Je ne suis pas prêt d'oublier ton nom. Et merci aussi à Sœur Violette qui m'apporta la voix du réconfort par ses bandes magnétiques. Sœur Violette allait également être celle qui tenta de me rassurer avant ma seconde anesthésie dont je craignais les suites douloureuses.